L'énergivore en direct. Bonjour et bienvenue à l'Énergivore en direct. Donc aujourd'hui en studio, nous avons Oli avec nous qui est un triathlète et nageur professionnel. Il est également coach de natation si je ne me trompe pas, puis coach de triathlon aussi. Ouais. Donc si vous voulez en apprendre plus sur Oli, mais aujourd'hui c'est ça qu'on fait. Donc Oli, est-ce que tu aimerais ça te présenter? Ben oui, certainement. C'est ça, je m'appelle Olivier Chaquette-Brunet, âgé de 28 ans aujourd'hui. Mon Dieu, ben bonne fête! Ben, merci. Tu m'as un peu présenté, coach de natation, coach de triathlon. En ce moment, c'est ça que je fais. J'ai parti de ma compagnie qui s'appelle Iron Training. Ça occupe une grande partie de ma vie présentement. Le coaching ainsi que les entraînements, parce que je suis aussi un triathlète à temps plein, on peut dire. Sinon, pour parler un petit peu de mon parcours, j'ai fait beaucoup de natation toute ma vie. Depuis très jeune, la natation occupe une grande place dans mon horaire, mon emploi du temps. J'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie à l'Université de Montréal. Puis, j'ai récemment renoué avec le sport du triathlon, soit l'été passé. Ok, wow. Est-ce que tu as déjà pratiqué la kinésiologie? J'en pratique encore à ce jour. La kinésiologie, c'est quand même assez vaste comme domaine d'expertise. J'ai travaillé un peu en réadaptation avec des personnes. J'étais coach dans les gyms et préparateur physique. Fait qu'en ce moment, je suis plus comme de l'aspect préparateur physique du domaine de la kinésiologie. Mais j'ai déjà un peu touché à plusieurs choses dans ce domaine-là. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Ben écoute, ici au podcast, on a le terme l'énergivore en direct. C'est pour ça que ça s'appelle l'énergivore en direct. Puis le thème, c'est un athlète énergivore. Fait que dans le fond, je vais t'expliquer un peu c'est quoi un athlète énergivore. Puis c'est pour ça qu'on a appelé le podcast comme ça. Okay. Dans le fond, tu sais, quelque chose qui est énergivore, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie. Puis moi-même, en faisant du sport, je me suis rendu compte qu'en étant un athlète, on dirait qu'on crave de dépenser de l'énergie. Ouais. C'est comme on veut en dépenser le plus possible. Puis c'est ça qui nous redonne l'énergie dans notre journée. Fait que dans le fond, un athlète énergivore, c'est ça. C'est un athlète qui consomme beaucoup d'énergie, puis en dépensant le plus d'énergie possible, ben c'est là qu'il va avoir son bonheur puis avoir le plus d'énergie qu'il a. Fait que je me demandais, est-ce que toi, tu te considères comme un athlète énergivore? Quand même assez, je dirais, tu sais, au nombre d'heures d'entraînement que je vais avoir par journée, semaine. C'est combien d'heures d'entraînement par semaine? Ça varie quand même, tout dépendamment je suis rendu où dans ma préparation de sport, mais je dirais qu'en ce moment, je tourne aux alentours 12-13 heures d'entraînement par semaine. Ça va augmenter dans les prochaines semaines, prochains mois, pour aller chercher peut-être un genre de 20 heures d'entraînement par semaine d'ici la fin de ma préparation. Sinon, mais même quand que je faisais de la natation étant plus jeune, j'avais comme peut-être 8 entraînements par semaine d'environ 2 heures. Fait que tu sais, je pense que j'ai tout le temps été vraiment actif. Là. Ça a tout le temps été plus de 10 heures d'entraînement par semaine. Quand tu commences à faire du sport, c'est impossible après de plus en faire. Là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Honnêtement, tu sais, les fois que j'ai été blessé dans ma vie ou tu sais, les espèces de off-season, c'était assez dur. C'est justement là que j'ai commencé à faire du triathlon. En fait, je nageais pour les carabins. OK. Puis le carabin, c'est l'UDM, hein? Ouais, exactement. Ouais. Fait que la saison universitaire, la dernière compétition que moi j'avais accès parce que j'avais pas mes standards nationaux à ce moment-là, c'était au mois de février. Fait que là, au mois de février, j'avais mon championnat provincial. Dans le fond, on affrontait, c'était UL contre Sherbrooke, contre les UDM. Puis après le mois de mars, il y avait comme plus de compétition. Fait que là, les coachs ils nous disaient, vous pouvez continuer de vous entraîner pour garder en forme pour la prochaine saison. Il y avait les gens qui avaient le championnat canadien universitaire qui, lui, se déroulait, je pense, au mois de mars. Fait que c'est sûr que je continuais de nager même après mon championnat universitaire provincial. Mais là, on arrivait à l'été, puis il y avait encore des entraînements qui étaient, mettons, très optionnels. Sur une base qui était pas si régulière que ça. C'est là que, tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime ça compétitionner. J'aime ça m'entraîner, mais j'aime la compétition. Ouais, mais c'est motivant, hein, de la compétition. Ouais. C'est ça qui est dangereux avec faire du sport de compétition, c'est que ça devient un peu addictif parce que c'est la motivation que tu as. Fait qu'après, quand t'enlèves, c'est dans la season, t'enlèves la compétition, là. Ouais. Fait qu'on dirait quasiment qu'il manque
il manque ce petit space-là ou la communauté qui l'entoure. Là. Exact. Fait que c'est justement de là que je me suis dit, hey, pendant mon été, j'ai pas envie de pas pouvoir compétitionner. Fait que je me suis dit, écoute, j'ai déjà fait du cross-country au cégep. En ce moment, je nage pour les carabins. J'aime le vélo, j'aime la course, j'aime la natation. Je vais essayer le triathlon. Le triathlon, ça peut durer. C'est 3-4 mois par année seulement durant l'été, Ouais, justement. on est au Québec, là. Exact. Donc c'est ça. Fait que quand que je finissais ma saison de natation avec les carabins, je commençais ma préparation pour des triathlons durant l'été. Puis quand que l'été finissait, ben, je recommençais à nager avec les carabins. Fait que comme ça, je pouvais Nice. compétitionner à l'année longue. Puis j'étais content dans ça parce que je me gardais motivé à l'année longue à travers les objectifs de compétition. Fait que ce qui fait que tu es un athlète énergivore parce que t'es une personne justement qui va toujours trouver une source de compétition justement. Fait que c'est pour ça dans le fond que tu te considères comme un athlète énergivore. Ouais, exact. Puis, tu sais, honnêtement, je me considère vraiment comme quelqu'un aussi d'énergique, dans le sens, tu sais, j'ai jamais été le genre de personne qui avait plusieurs alarmes le matin. Là. Ok, Moi, comprends. je nageais à 6h30 à l'Université de Montréal. J'habitais à Blainville. Fallait que je prenne le train de 5h30. Je mettais mon alarme à 4h30, puis il y avait une seule alarme, puis c'était comme je me levais. Ok, puis fait let's que toi go. c'est comme t'as pas besoin de café, t'as pas besoin d'énergie supplémentaire. Non. Ce qui te motive, dans le fond, ce qui te donne ton énergie, c'est ton sport. Ouais, exact. Ok, wow. Ouais, vraiment. Tu sais, je bois pas de café. Ok. Tu sais, il y a eu un temps où je m'entraînais au gym et que je prenais du pré-workout. J'ai arrêté ça parce que finalement, je me non, suis mais dans rendu les pre-workouts, on peut-tu te le dire qu'il y en a vraiment beaucoup trop de la caféine, là? Ouais, puis le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, tu prends un pré-workout, après ça, la dose de caféine suffit plus pour ressentir le petit effet. Fait que là, tu t'augmentes, puis là, finalement, t'es rendu qu'à la fin, tu prends le pré-workout qui a le plus de caféine pour finalement te rendre compte que c'était pas si nécessaire que ça à la base. Hein. Non, mais tu sais, en fait, la caféine, quand c'est pas nécessaire que tu la prennes, ce que ça fait, c'est que ça va comme te donner un pic, puis après, ça va crasher automatiquement. Fait que c'est pas une énergie qui est soutenable à long terme non plus, là. Non. Fait que, puis c'est même prouvé, en plus, que quand tu te réveilles le matin, il faut que tu attendes 2 heures après ton réveil avant de prendre de la caféine, parce que l'énergie de... En fait, t'as comme une espèce d'hormone de sommeil dans ton corps. Ouais. Ça prend 2 heures avant que cette hormone-là elle sorte de ton corps. Fait que les gens qui prennent la caféine direct quand ils se réveillent le matin, tu vas voir, ils vont avoir un crash pendant la journée parce que l'hormone de sommeil, elle va juste revenir plus tard. Exact. Fait que c'est fou, là. Mais c'est bien que justement, ton sport, ça soit ta... Source d'énergie. Ouais, vraiment. Ouais. Puis je trouve qu'on voit souvent ça dans les personnes qui font beaucoup, beaucoup de sport. Tu sais, c'est super motivant, puis ça devient quasiment comme ce qu'il faut que tu fasses dans ta journée, sinon ta journée n'est pas complète, genre. Ouais, les journées off sont tough. Mais Sont je sais que des fois sont nécessaires. Sont très nécessaires. Puis ça fait du bien aussi, mais tu sais, c'est comme t'arrives à la fin de ta journée, puis comme c'est quasiment un petit sentiment de culpabilité. Là. Tu sais, t'es comme, je me suis pas entraîné aujourd'hui. Oui, mais ouais, non, moi aussi, je vis ce sentiment. Ouais. Mais c'est complètement différent, par contre, le triathlon de d'autres sports, tu sais, puis versus le gym. Tu sais, quand je m'entraînais au gym, je m'entraînais 4 fois par semaine, puis pour moi, c'était ça qui était normal. Puis les fois que je m'entraînais pas, j'étais comme, c'est chill, tu sais, parce que je me donne tellement au gym que les 4 journées que je m'entraîne, que c'est correct, je vais laisser mon corps récupérer. La seule chose, c'est quand on s'entraîne pour du triathlon, mais c'est 3 sports. Fait que là, il faut que tu pratiques les 3, sinon, ben, tu vas être bon dans un et moins bon dans les 2. Au moins, il y en a qui ont moins d'impact sur ton corps, là. Fait que, mettons, tu fais de la natation, mais dans ton rest day, mettons, ton active rest day, tu peux faire de la natation ou du vélo. Genre, il y a des manières de faire de la recovery avec ces sports-là, là. Mais va pas courir 15 km dans ton rest day. Ce sera pas un rest day, vraiment, là. Non, c'est ça. Fait que c'est vrai, dans des rest days, tu peux faire du vélo à très très basse intensité, puis ça aura pas trop d'impact sur ton corps, ni nécessairement ton niveau d'énergie. Par contre, tu sais, au gym, moi j'avais tout le temps la mentalité, je m'en vais pour lever des gros poids. Fait que tu sais, y a pas vraiment de recovery training quand t'es au gym, là. Ouais, non, mais il y a aussi une mentalité qui vient avec le monde du gym puis le monde du sport du triathlon. Tu sais, je pense que dans le triathlon, on est de plus en plus sensibilisé au fait que ton corps, il accumule tellement de cortisol quand tu fais ton sport que c'est nécessaire justement d'avoir les rest days parce que sinon ton corps pourrait juste pas suivre autant d'impact sur ton corps. En fait, c'est pas normal pour un humain là, de s'entraîner 20 heures semaine. Là. Ouais, non, c'est ça. Tandis qu'au gym, ben, la mentalité là-dedans, c'est comme, hey, c'est qui va être le plus gros aujourd'hui? Genre. Ouais. C'est le plus gros de Chad. Hey, j'avais une autre question pour toi. Ouais. En fait, tu sais, le podcast, le concept derrière l'Énergivore podcast, c'est que ça soit un podcast qui parle du lien entre le sport et la santé mentale, puis de sensibiliser les gens à travers le balado. Ouais. Puis là, je me demandais, pour toi, c'est quoi le lien entre le sport et la santé mentale?
Je pense que c'est un facteur déterminant de performance, dans le sens que, à un moment donné, surtout quand on compare les meilleurs athlètes au monde, tout le monde est entraîné, tout le monde est à la meilleure forme physique. Le monde se sont entraînés pendant 4 ans. C'est plus un aspect de juste de comme c'est qui s'est entraîné le plus qui va gagner. Je pense que c'est là que l'aspect mental rentre en ligne de jeu. Puis c'est qui est le plus capable de handle la pression de hey, t'es aux Olympiques, faut que tu représentes ton pays. Ça fait 4 ans que tu t'entraînes pour cette journée-là. C'est là qu'il faut que tu performes. Puis ça, j'ai jamais vécu ça, je suis pas allé aux Olympiques, mais... Ouais, t'as quand même fait des grosses compétitions là, avec les citadins, c'est ça? Ou les carabins? Les carabins, ouais. Citadins. C'est à l'UQAM, ouais, fallait que je parle des citadins. Mais ouais, c'est ça, avec les carabins. Mais ça, c'était vraiment... oui, c'est des grosses compétitions quand même. Puis j'avais le désir de performer, mais moi, j'ai toujours eu la mentalité qu'en faisant un sport individuel, si je gagne, c'est de ma faute. Si je perds, c'est de ma faute. Vraiment. Fait que, si jamais je gagne, je vais faire comme, hey, j'ai bien travaillé, j'ai fait le travail nécessaire. Ou pas si je gagne pas, mais si, mettons, j'atteins mon objectif, je vais me dire, hey, j'ai fait le travail que j'avais à faire pour l'atteindre. Si je l'atteins pas, à ce moment-là, je vais me dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Mais jamais, mettons, avant une compétition, puis ça, je sais que peut-être un des rares spécimens de ce monde, mais je suis pas quelqu'un qui vit du stress. Ah non! Ouais. Mais avec la société dans laquelle on vit, c'est rare des gens qui vivent pas de stress. Ouais, je sais, vraiment, mais je me suis vraiment parlé quand j'étais jeune, puis je me disais, quand j'étais jeune, souvent, je voulais gagner, puis à un moment donné, je fais comme, hey, c'est tellement pas grave, parce que, la natation, c'est pas un sport que, oui, tu veux viser tout le temps gagner, mais d'aller chercher les meilleures performances, c'est beaucoup plus glorifiant, on dirait, que de finir premier. Parce que en natation, tu vas arriver à une compétition, il n'y aura pas des gros clubs, le challenge va être plus facile, tu vas finir premier, mais si tu n'as pas fait ton meilleur temps, tu vas pas être nécessairement plus fier de toi. Versus si tu arrives genre en finale, tu arrives 8e, mais tu as fait la meilleure performance de ta vie. Ça, c'est ce que... En tant que nageur, je pense qu'on voulait tout le temps aller le plus rechercher. Tu sais, la joke, c'était comme quand on arrivait à l'école, au secondaire, puis là, nos amis étaient comme « Ouais, puis t'as-tu gagné? » Ils ont été comme « Non, j'ai pas gagné, mais c'est pas ça qu'on recherche. » Oui, mais on cherche beaucoup plus le dépassement de soi que la victoire au final. Mais pour en revenir à la santé mentale et tout ça, c'est là que je disais, c'est là qu'on sépare les gagnants de ceux qui gagnent pas, j'ai l'impression. C'est le gars qui gagne les Olympiques ou la compétition, c'est la personne qui va avoir le plus... ça va être la personne qui va avoir le plus comme... Je sais pas comment dire, handle, c'est gérer... Oui, c'est un bon mot. Gérer la pression de performance, justement, cette journée-là. Fait que, j'imagine qu'il y a du monde comme moi qui arrive à l'événement... puis qui se disent hey, j'ai fait le travail nécessaire. Aujourd'hui, je fais juste délivrer ce que j'ai fait. C'est tellement des sports qui sont difficiles justement de gagner là. Parce que c'est tellement de travail se rendre à un niveau où tu peux gagner. Mettons autant dans le triathlon que la natation, c'est tellement technique. Puis il y a tellement des variables que tu peux pas penser, mettons, je sais pas, il y a plus de vent cette journée-là, il y a plus de mouvement dans l'eau, t'as pas pris assez de gel, tu t'es pas assez alimenté, t'as pas assez d'hydratation dans ton corps. Fait que c'est toutes des choses que tu peux pas calculer. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de calculer comment tu te sens toi à la fin de ta race. Exact. Puis je pense que honnêtement, c'est la bonne mentalité à avoir parce que si on est toujours là à se taper sa tête puis qu'on est à se taper sa tête dans une de nos passions, ben à un certain point, c'est où on se rend heureux avec ce qu'on fait. En fait, à la base, le sport, tu le fais parce que t'aimes ça. Exact. Comme moi, faut pas t'enlever ça, là. Non, c'est ça. J'ai toujours fait ce sport-là parce que j'aimais ça. Peu importe si je gagnais, si je perdais, j'aimais ça. Peu importe si je faisais mon objectif ou non, j'aimais quand même ça. Puis, il y a des sports que j'ai arrêtés parce que j'aimais plus ça. Hey, c'est quoi les sports que t'as arrêtés? Je suis curieuse. J'ai joué à la balle molle. C'était-tu une petite ligne de garage? Genre, ouais. Oh non! Puis, j'étais beaucoup trop compétitif pour cette ligue-là. Puis à la fin, j'avais plus de fun, là. C'était comme... À chaque année, je me ramassais dans une équipe où on perdait toute l'année comme 15-0, j'avais plus de fun. Là. Oui, on se dit, on pratique du sport justement par plaisir, j'en avais plus. Là. C'était comme après 3-4 saisons où j'avais gagné peut-être 1 ou 2 matchs dans l'année, puis c'était genre des matchs qu'on avait, la moitié de mon équipe était pas là, fait qu'on est allé chercher des remplaçants. J'étais comme, non, j'en ai plus. Fait que ça, j'ai arrêté ça. Puis je me suis vraiment dédié à la natation. Mais je pense que tu apportes un bon point. Je pense que
si t'as pas de plaisir dans le sport que tu fais, ça te donne un bon indicateur que justement, ton sport, tu peux peut-être arriver avec une mauvaise mentalité dedans si tu l'aimes pas de base. T'sais, si tu y vas là juste pour gagner puis t'as pas de plaisir puis c'est pas une passion à la base, ben comment est-ce que tu détermines où est-ce que je me fais du plaisir dans mon sport? Ouais, t'sais? non, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, sans nécessairement le fait de pas gagner, c'était pas nécessairement ça qui me dérangeait, mais c'était plus le fait que je perdais tout le temps. C'est ça, c'était... Tu sais, de gagner... Mettons, si Mais j'avais gagné imagine, une t'aimes fois... pas la balle molle puis tu perds tout le temps. Là. Crème ça t'aide pas à l'aimer. Mais la balle j'aimais molle? le sport. OK. J'aimais les jeux, tu sais, comme... Mais je trouvais que... Tu sais, peut-être j'aurais été dans une autre ligue, ça aurait été complètement différent. Mais cette ligue-là, c'était plus pour moi. Puis à un moment donné, il a fallu que je fasse des choix. Puis genre, je m'en suis tenu à la natation à ce moment-là. Mais tu sais, tu disais tantôt au niveau des athlètes qui doivent comme gérer des imprévus ou des trucs comme ça. Tu sais, j'avais vu une vidéo récemment, c'est le coach d'une nageuse française qui s'appelait Camille, je sais pas comment prononcer son nom de famille, mais je pense que c'est Moufa ou Moufat. On va chercher Camille. Ouais, Camille. Mais cette nageuse-là, elle a essayé pendant 40 ans de prévoir les situations imprévues. Tu sais, tantôt tu disais il y a plus de vent ou quoi de même. Fait qu'en entraînement, elle s'arrangeait pour se nuire elle-même. Donc, elle faisait des exemples, elle partait 2 secondes en arrière de tout le monde quand son coach lui donnait le départ. Comme ça, tu sais, quand que les Olympiques sont arrivés, tous les scénarios possibles qui pourraient y arriver, exemple, elle part en arrière de quelqu'un. En fait, aussi, elle partait trop vite dans ses entraînements. Fait que là, après ça, ben, c'est sûr que c'est tough de finir ta course quand tu as fait exprès de partir trop vite. Mais de fait de pratiquer ces scénarios-là qui peuvent arriver la journée de la compétition a fait en sorte que ben, la journée de la compétition, elle se sentait prête. Elle était comme, hey, peu importe qu'est-ce qui arrive, je sais que j'ai déjà tout pratiqué ces scénarios-là. Fait que je suis prête à les affronter, puis elle a gagné. Oh, wow! Mais c'est tellement une belle histoire, puis je trouve ça super inspirant parce que justement, tu sais, quand t'arrives dans ton. En fait, moi, là, quand j'ai fait mon premier triathlon, tu sais, j'étais comme, oh, c'est un sprint. Tellement facile de faire un sprint, mais tu sais, au final, là, il y a tellement de variables que tu calcules pas. Puis avant de les calculer, ces variables-là, faut que tu le vives, faut que tu te plantes. Ouais, non, c'est ça, Puis je trouve ça vraiment inspirant de voir que justement, elle avait fait comme, écoute, je vais me planter plein de fois. Comme ça, quand je vais y arriver, ben, je me le planterai moins fort. Exact, ouais. Hey, c'est tellement inspirant. Mais justement, tu sais, ça m'amène au sujet du podcast. Aujourd'hui, tu sais, on voulait parler de la force mentale à travers les sports d'endurance. Puis justement, elle, c'est un bel exemple, je trouve, de force mentale dans son sport à elle. Puis ça m'amène à parler un peu de c'est quoi les sports d'endurance. Tu sais, on s'entend, les sports d'endurance, c'est quand tu fais un sport qui est beaucoup demandant pour ton cardio, là, ton cœur, pendant une longue durée de temps. Puis justement, la nage, la course et le vélo, c'est 3 sports d'endurance qu'on fait dans le triathlon. T'sais, on mélange 3 sports de haute endurance. On les met là-dedans. Fait que c'est sûr que ça demande une grosse force mentale. Toi, tu penses quoi par rapport à ça? Ben c'est sûr que, tu sais, pour moi, le triathlon, oui, c'est un sport que, qui va nécessiter de la force mentale, dans le sens, s'il y a quelque chose de la journée de ton événement qui se passe mal, tu vas le subir longtemps. Tu sais, je veux dire, dans le sens, à la base, moi, j'étais un nageur de sprint. Je faisais le 50 mètres brasse. C'était une course qui me prenait 29 secondes à faire. Puis, en 29 secondes, je veux dire, s'il y a quelque chose qui se passe de pas correct dans ta course, tu t'en rends même pas compte. Tu sais, mettons que c'était la journée de ma course, j'ai mal à l'estomac, je digère mal ce que j'ai mangé. Dans une course de 29 secondes, ça passe. Tu sais, t'as même pas le temps de t'en rendre compte que t'as eu mal au ventre pendant ta course, c'est fini. Un triathlon qui dure entre 1 heure, 2 heures. Tu peux monter à 13 heures si tu fais un Ironman. Si tu fais un Ironman, ça monte, là. Si t'as mal au ventre cette journée-là pendant 13 heures de temps, là, c'est rough. Tu le sens. Fait que c'est là que la force mentale, elle doit être beaucoup plus présente que dans un sport, selon moi, de courte distance, parce que faut que tu gères ce que tu es en train de vivre sur une période qui est beaucoup plus longue. Ouais, vraiment. Mais là, tu viens de parler que justement, t'as expérimenté les deux, parce que je pense que t'as fait un Ironman aussi. Tu veux-tu me parler de la différence de la force mentale que t'avais, justement, dans tes situations où tu faisais... C'était quoi t'avais dit? 50 mètres brasse. 50 mètres brasse, d'accord, je viens d'apprendre un nouveau terme. Puis, dans les situations où tu as fait ton Ironman, c'est quoi la différence entre la force mentale que tu avais dans les deux? Je pense que, en termes de journée de compétition, puis en termes de quand j'exécute l'épreuve en soi, pour un 50 mètres, il n'y a pas tant de... La force mentale n'est pas là.
Même pas pendant tes entraînements? Ça doit Pendant les être entraînements, rough, oui. là, les entraînements. C'est ça. Mais les entraînements, on les retrouve dans les deux sphères. Ouais. Autant que je m'entraîne pour un Ironman, autant que je m'entraîne pour le 50 Ah mètres ouais, brasse. le même volume, là, genre un 20 heures d'entraînement pour un 50 mètres brasse. Honnêtement, rendu à ce stade-là, quand même. Ah ouais? Ouais, tu sais, on nageait à tous les soirs, environ 2 heures. Fait que, tu sais, fait que, mettons, du lundi au vendredi, plus 2 matins, plus le samedi matin. Fait que, tu sais, ça faisait quand même beaucoup d'entraînement. Environ Plus un on 15 avait... heures, là, facile. Ouais, plus on rajoutait un peu de muscu, on avait du yoga. Fait qu'il y avait quand même pas mal d'heures consacrées à l'entraînement. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la force mentale, si on parle spécifiquement de l'entraînement, ben oui, c'est sûr qu'il y en a. Là, on en a des entraînements qu'on a fait dans des camps d'entraînement, c'était rough. Là. Il faut que tu sois, pendant cet entraînement-là, faut que tu te parles. Là, t'sais. Mais si on parle juste de l'épreuve en soi, qui est exemple une course de 29 secondes, j'ai même pas le temps de penser pendant ma course. T'sais. Je veux dire, si je fais une erreur pendant ma course, je le réalise après, mettons, quand mon coach m'a filmé ou quand mon coach me le mentionne. Mais t'sais, des fois, ça va arriver que l'erreur est flagrante. Exemple, je pars, on va dire 2 secondes, comme Camille pouvait faire, je pars 2 secondes après tout le monde, je le sais que j'ai parti en retard. Mais si, mettons, on va dire, j'ai raté ma sortie de l'eau, je vais m'en rendre compte. Mais est-ce que j'ai même pas le temps de me dire comme, hey, la course est déjà terminée, là, tu sais. Fait qu'au niveau de la force mentale, je te dirais, pour en faire un comparatif entre les deux, dans un sport où ça dure 30 secondes, où il n'y a pas du tout de stratégie, en fait, tu sais, c'est comme, tu y vas all out, là, tu sais, tu y vas à une vitesse, puis tu finis, puis t'as même pas eu le temps quasiment d'avoir mal. Ok, mais mon Dieu, tu devais être rapide, hein, pour être qualifié pour ça. C'était avec les carabins que tu faisais ça? Ouais. Tu fais combien du 100 mètres? Au crawl, Ouais. mon meilleur temps à vie, c'est 55 secondes. Oh mon Dieu! Hey, c'est impressionnant pour vrai. Puis honnêtement, tu sais, comme, c'était pas ma nage, là, le 100 mètres crawl. Là. Moi, c'était vraiment plus le 50 mètres brasse. Tu sais, il y avait du monde qui était quand même pas mal plus vite que moi qui nageait dans mon équipe, genre du 49. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui était à 48. Aïe. Je pense qu'il y en avait une couple qui était à 49. Mais ouais, tu sais. C'est moi avec mon petit 2 minutes du 100 mètres, j'impressionne personne. Faut pas se comparer aux autres. Faut se comparer à soi-même. Ben oui. D'ailleurs, ça pratique justement le lien entre la santé mentale dans le sport. Exact. Si on fait du sport individuel puis qu'on se concentre sur qu'est-ce que nous on peut faire puis c'est quoi qu'on contrôle dans le sport, ben c'est là que ça va aller mieux. Ouais. J'aime bien. Écoute, je vais te donner une petite capsule info par rapport à la force mentale, parce que depuis tantôt, on en parle, mais il y a peut-être des auditeurs qui savent pas nécessairement c'est quoi de la force mentale. Fait que la force mentale, c'est l'outil vraiment précieux pour un athlète parce que c'est ce qui lui permet d'être capable de passer à travers toutes les embûches qu'il va avoir dans son sport. Fait que la force mentale, c'est ce qui définit à quel point est-ce que tu es capable de passer à travers tes embûches puis de te relever. Fait que, mettons, je sais pas, moi, j'ai fait mon premier triathlon avec 2 périostites ces 2 jambes. Puis j'étais comme... Tu y vas, t'es capable, ça fait depuis janvier que tu t'entraînes pour ça. Fait que je me considère comme une personne avec beaucoup, beaucoup de force mentale. Puis c'est même prouvé, en fait, j'ai fait des petites recherches, là, puis j'ai lu des études, puis ça disait que 40 à 60% de ton entraînement, c'est à cause de la force mentale. Genre, si t'as pas de force mentale, quand tu vas arriver à ta race, ben il y a 40 à 60% de la performance que tu pourrais atteindre qui est perdue. Ouais. Fait que c'est vraiment, vraiment... Je trouve que c'est vraiment impressionnant comme donnée, justement, de se dire comme, OK, il y a peut-être genre jusqu'à 60% de ma performance que je peux aller chercher. Genre. Ouais. C'est beaucoup, là. Ouais. C'est plus que la moitié. Non, c'est sûr, là. Puis, tu sais, c'est là qu'on voit, exemple, du monde, ils sont pas tant entraînés. Tu sais, ça arrive, là, j'ai des gens en tête, là, mais tu sais, ils s'entraînent, mais tu sais, ils suivent pas de plan, ils font... Puis, ils arrivent la journée de la compétition, puis ils sortent un temps, puis t'es comme, mais oh, voyons donc, tu sais, que t'as réussi ça, puis la personne est comme, ouais, mais tu sais, quand que je compétitionne pour vrai, puis tu sais, c'est... Fait que là, si tu dis, mais cette personne-là, sa force mentale, tu sais, son désir d'accomplir son objectif doit être tellement immense, sachant que son entraînement était comme vraiment négligé durant toute l'année. Mais c'est dur à être constant dans son entraînement tout le long. Ouais. C'est extrêmement difficile. Il y a des matins là, que je me lève, je suis comme, hey, moi, aller nager dans une piscine quand il fait moins 20 dehors, là, tu peux-tu comme me laisser tranquille? Mais faut le faire. Ouais. Il faut passer à travers, puis c'est justement la force mentale. Pourquoi c'est 40 à 60% qui détermine ta performance? Ben, si je me lève, puis je me dis, ça me tente pas, puis j'y vais pas, j'ai tout perdu l'entraînement que je pourrais faire, puis à quel point genre, je pourrais me pratiquer à être un meilleur athlète. C'est sûr. Ouais. C'est ça. Toi, tu penses, comment tu décrirais la force mentale, mettons, dans tes expériences de sport? Comment est-ce que tu décrirais ta force mentale?
Je pense que honnêtement, si j'ai. Puis, tu sais, moi, dans les 3 sports du triathlon, tu sais, je suis définitivement un meilleur nageur qu'un meilleur coureur, puis un meilleur cycliste. Mais si j'avais à dire, mettons, ma force, c'est pas la nage, c'est pas le vélo, c'est pas la course, c'est ma force mentale. OK. Dans le sens que, tu sais, pour moi, me lever à. Tu sais, l'an passé, je le faisais, me lever à 6 heures 3 fois par semaine pour aller nager. Puis je l'ai fait pratiquement toute ma vie. Puis tu sais, comme tantôt, je disais que je suis le genre de personne qui a pas plusieurs alarmes. Ouais. Je me réveille avant mon alarme, là. Tu sais, Oh mon Dieu! problématique. Fait que ton corps là. est comme, yo, va faire du sport, Ouais, non, va c'est bouger, ça, là. ouais. Mon corps me parle, puis c'est comme... Tu sais, si, mettons, je mettais mon alarme à 4h30, je me réveillais à genre 4h20, puis j'étais comme... Alright, bon, OK, mais tes journées, ils doivent être longues. Tu te réveilles à 4h du matin, Non. puis tu finis ta journée à Plus quelle heure, là? Plus maintenant. Maintenant, j'ai la liberté de pouvoir décider quand est-ce que je m'entraîne. Tandis que dans le passé, tu sais, je faisais partie de club de natation, club de course. Fait que, tu sais, là, c'était comme l'horaire était imposé. Fait qu'il fallait que j'aille quand on me disait qu'il fallait que je nage. Si je voulais avoir accès au service de coaching de mon coach, là, parce que, tu sais, rendu à l'université, les coachs sont comme, tu peux nager quand tu veux, mais si tu veux qu'on te regarde, puis qu'on te corrige, puis qu'on te motive pendant l'entraînement, c'est ces heures-là que nous autres, on travaille. Fait que, puis ils font ça pour aussi vous aider à être présent, là. Tu sais, veux pas... de moins en moins de motivation intrinsèque. De plus en plus, tu as besoin de motivation extrinsèque. Puis je te l'explique, c'est quoi l'intrinsèque? C'est vraiment la motivation que tu bâtis par toi-même. Ouais. Puis extrinsèque, c'est la motivation externe. Fait que, tu sais, mettons, si j'ai un coach qui me dit genre « Hey, let's go, vas-y, t'es capable, vas-y. » Ben ça, c'est la motivation extrinsèque, comme que ton équipe sportive peut être de la motivation extrinsèque. Ouais. Mais intrinsèque, c'est toi qui es capable de te lever à 4h du matin pour aller faire ton entraînement, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis honnêtement, tu sais, j'étais quand même quelqu'un qui avait pas tant réalisé que la motivation extrinsèque avait un impact sur moi jusqu'à temps que j'en vive de la grosse, là, tu sais. Ouais. Dans le sens que dans les championnats universitaires, tu sais, là, le monde, là, sont debout sur les bancs, ils ont des trucs qui font du bruit, tu sais. Hey, est-ce qu'il y avait, genre, tu sais, les petits trucs gonflables, là, que tu fais genre clac, clac, clac? Ouais, il y avait ça. Pis, ça, c'est drôle. Tu sais, c'est pas pour rien que ces compétitions-là, c'est tout le temps les compétitions qu'on on fait nos meilleures performances. Tu sais, l'ambiance est là, puis tu sais, ça en est de la motivation extrinsèque. C'est quand tu es sur le bloc, juste avant de monter sur le bloc de départ, puis tu vois toute ton équipe qui est là, genre, en train de t'encourager. Tu sais, ça a un impact positif sur la performance. Ouais. Non, vraiment beaucoup, là. Tu sais, je me rappelle quand que... Mais en fait, juste comment les courses sont organisées, là. Tu sais, autant de triathlon, de course que de natation, il y a tout le temps... Ben, en fait, probablement pas en natation, t'as probablement pas de station d'eau pour que les gens t'encouragent, là. Non. Mais comme dans la course, dans le triathlon, tu sais, il y a des stations d'eau, puis il y a des bénévoles qui sont là pour faire comme « Let's go, les coureurs, let's go! » Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a ça. Non, ça, c'est vrai à 100%. Puis honnêtement, on a parlé tantôt que j'ai fait un Ironman l'été passé. Ouais, mais parle-moi donc de ça, d'ailleurs. J'ai fait mon premier Ironman l'été passé. J'avais fait, mettons, pour faire un petit parcours générique de ma vie de triathlète. J'ai commencé à en faire, comme j'ai mentionné tantôt, à l'université parce que je voulais en faire dans mon off-season pour avoir la chance de pouvoir continuer de compétitionner, mais pas en natation, dans un autre sport. Fait que ça, je faisais ça dans mon off-season quand j'étais à l'université. J'avais fait triathlon sprint. La première année, j'avais fait 2 sprints. Après ça, j'avais fait 2 olympiques. L'année suivante, j'avais fait 1 sprint, 1 olympique, puis un premier demi-Ironman. C'était pas un brandé Ironman, c'était à Montréal, c'était le Esprit. Puis, autour du circuit Gilles Villeneuve en boucle. 23 tours du circuit Gilles Villeneuve. C'est pour ça que je me suis pas inscrit. Je trouve ça trop long. Mais il est le fun parce qu'il est rapide, mais il est redondant. Puis l'année suivante, j'avais fait un sprint, un super sprint, qui est la moitié d'un sprint, plus un autre demi-Ironman à la même place. Ok, un super sprint, c'est la moitié d'un sprint? Ouais. Fait que c'est genre initiation, là? Ouais. Ok. Ouais. Puis j'avais fait mon deuxième demi à la même place, au circuit Gilles Villeneuve. Ouais. Puis là, l'année d'après, c'était comme, bon, là, je m'inscris à Tremblant cette année, je fais le full. La pandémie est arrivée. Oh non! Pas de triathlon, tous les sports sont mis sur pause. T'as pas fait Tremblant cette année, j'espère? Non. Ok, parce que j'étais pas là. J'ai pas encore fait de demi-Ironman officiellement. Okay. J'ai fait les demi-esprits. Ouais. Fait que là, la pandémie est arrivée, ça a mis tous mes plans sur pause de faire du triathlon parce que là, je voyais que de plus en plus, tous les sports, même
sport d'équipe autant que sport individuel, c'était fini. Pendant, je pense que c'était comme 3 ans que ça a duré, tout ça. Ouais. Fait que pendant ces 3 ans-là, j'ai fait plein de la musculation. C'est là, en fait, que je fais le plus de musculation dans toute ma vie. T'étais un vrai gym bro, là. Ouais, exactement. J'ai pris 50 livres. De masse musculaire? Ouais. C'est incroyable, ça, c'est mais beaucoup, là. j'étais vraiment... Tu sais, quand je nageais à l'université, j'avais beaucoup de volume d'entraînement. J'avais jamais vraiment porté attention à mon alimentation. Je pense que, honnêtement, je mangeais vraiment pas assez. Puis j'avais quand même l'impression de manger beaucoup, mais clairement, c'était pas assez pour le nombre d'heures d'entraînement que je m'entraînais. Fait que j'étais vraiment tout petit, là. Fait que ça n'a pas été tant difficile que ça de prendre la masse musculaire. Je me suis mis à m'entraîner, à manger, puis c'est venu tout de suite. Là. Il manquait une variante dans l'équation. Ouais, là. non, c'est ça. Fait que pendant ces 3 ans-là, j'ai fait de la musculation. Puis là, v'là 2 ans, il est arrivé un événement en particulier qui a fait en sorte que je me suis dit, je vais renouer avec ce sport-là. L'événement, je peux en parler, là, ça fait longtemps, mais j'ai perdu mon meilleur ami. OK. Puis ça m'a fait réaliser que je peux pas... j'avais l'intention de faire le full Ironman d'ici que j'avais comme 40 ans, parce que je me suis dit... je faisais des triathlons, puis là, je voyais des messieurs de 35-40 ans qui me battaient, puis là, j'étais comme, OK, mais il y a un pic plus vieux. C'est ça, là. j'étais comme, c'est un sport que tu peux quand même performer quand t'es vieux, là. C'est pas comme genre la gymnastique ou genre le hockey, que genre quand t'es à 40 ans, t'es considéré vraiment vieux. Est-ce que tu savais qu'avant, ça avait été... En fait, tu sais, c'est comme devenu une trend qu'il y a des plus jeunes là, qui viennent faire des triathlons, mais avant, c'était un petit sport de riches, là. Ben oui. C'était bâti pour des vieux monsieur de 50 ans qui savent pas quoi faire de leur retraite. Là. Non, 100%. De base, ça a été créé de même. Mais avant la pandémie, quand je faisais du triathlon, j'étais dans la catégorie 18-24 ans, puis c'était pas rare que je finissais genre 2e sur 4, là, tu sais. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde, surtout ma catégorie d'âge qui était la plus jeune, qui participait à des triathlons. Puis là, aujourd'hui, c'est devenu vraiment plus populaire. Fait il est arrivé l'accident, je me suis dit, écoute, je prévoyais faire un premier Ironman avant mes 40 ans, puis là, je me suis dit, puis là, c'était vraiment sad, là, mais j'étais comme, je serais peut-être même plus là à 40 ans, tu sais, on le sait pas, qu'est-ce que la vie nous réserve. Fait que j'étais comme, tu sais, puis est-ce que je veux, exemple, me retrouver sur mon lit de mort en n'ayant pas fait ça qui était mon rêve d'accomplir? Je me suis dit non, l'événement est arrivé, puis ça a pris 1 mois, je me suis inscrit au Ironman du Lac-Placide, puis j'en suis venu à le faire. L'été passé, ça a été la course la plus dure de toute ma vie, évidemment. Ah, c'est clair. Ton premier, là. Ouais. Puis honnêtement, je pense que, tu sais, le monde me demandait comme 1 semaine avant l'événement, comment tu te sens-tu prêt? J'étais comme, hey man, j'espère que je me sens prêt, c'est dans 1 semaine, là, tu sais. S'il fallait que je compte sur la dernière semaine pour me sentir prêt, ça serait assez terrifiant, là. Non, vraiment, mais tu t'es entraîné combien de temps pour ton Ironman? 1 an. 1 an, ok, c'est ça. 11 mois. Ouais, mais c'est proche d'1 an. Ouais, non, c'est ça. Mais, fait que ça a été la course la plus dure. Physiquement, oui. Beaucoup plus mentalement. Ouais, non, vraiment. Parce que j'avais un objectif de 11 heures. C'est vite. Le temps final a été de 12h18. OK. Mauvaise journée. L'été passé, j'avais 11 courses, soit des demi-marathons, des triathlons, des genre 5 km par-ci, par-là. Il y a une course qui s'est mal passée, c'était l'Ironman. Toutes les autres courses, j'ai toutes fait des temps plus rapides que ce que je prévoyais faire. Mais cette journée-là, je sais pas pourquoi, j'ai eu des crampes dans les ischios, dans les quads, du début à la fin de ma course. Puis, tu sais, oui, des crampes, là, ça fait mal, là, tu sais, c'est pas agréable comme sensation. Mais je peux garantir que ce qui était le plus dur comme sensation, c'était de regarder ma montre, puis de voir le temps, puis de savoir que j'allais pas faire mon objectif, puis de savoir que j'ai une vingtaine de personnes qui sont venues me voir, puis que ces personnes-là sont toutes au courant de mon objectif, puis je le ferai pas. T'avais-tu l'impression que t'allais les décevoir? Honnêtement, non, parce que mon entourage, ma famille, c'est pas tout du monde. En fait, quand tu t'entraînes autant, là, c'est rare que tu as du monde dans ton entourage qui font autant de sport. T'en as peut-être 2-3 par-ci, par-là. Je peux te garantir qu'il y a personne dans ma famille qui fait ça. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, pour tous ces gens-là, ce que je venais d'accomplir, c'était un exploit qui était hors du commun. Puis, tu sais, tout le monde, après ça, je disais, ouais, mais tu sais, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Puis, t'es comme, ouais, mais tu l'as fait. Je suis comme, ouais, mais c'était pas ça mon objectif. Fait que j'avais pas l'impression de les décevoir. C'était vraiment plus moi qui étais déçu. Puis en même temps, à un moment donné, tu sais, durant ma course, puis c'est là que tu disais tantôt,
les gens qui encouragent, tu sais, ça vient une motivation extrinsèque. Pour vrai, si ça avait pas été des gens qui encourageaient, j'aurais pas eu de fun cette journée-là. Je l'aurais fini, mais j'aurais pas eu de fun. Parce que j'aurais juste eu l'aspect négatif de moi dans ma tête qui est en train de se dire... Mais c'est quoi que tu disais dans ta tête quand je faisais ton... c'était un combat, là, c'était terrible ce qui se passait dans ma tête, là. Genre, t'as-tu un exemple? Ben, tu sais, c'était de me dire... Hey, ça fait 1 an que je m'entraîne pour cette journée-là, puis aujourd'hui, j'ai des crampes. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais... C'est toutes les nombres d'heures d'entraînement que j'ai passé, c'était pour performer aujourd'hui. Et aujourd'hui, je performe pas. Je te file tellement, là, quand j'ai fait mon sprint, tu sais, pis c'est niaiseux, là, c'est un sprint, là. Puis une semaine avant mon sprint, je me réveille le matin, je ressens mes périocytes. Puis là, je suis comme, non, c'est parce que c'est la semaine de ma race, puis en plus, c'était mon rest week, là. Fait que je m'étais quasiment pas entraînée la semaine, puis je suis comme, pourquoi je me réveille avec une périocyte? Fait là, tu sais, j'arrive, puis là... Je suis comme, oh man, ma nage s'est pas passée comme que je voulais. Tu sais, tes jambes, ils sont lourdes là, quand t'as des périocytes. Fait que j'étais comme, ma nage se passe pas comme que je veux. Parfait. Là, mon vélo, ça se passe super bien. J'arrive à la course. 5 km, le plus long 5 km de ma vie, là, j'avais envie d'arrêter. Puis dans ma tête, je me disais la même affaire que toi. Là. Crime, ça fait depuis janvier que je m'entraîne pour ça. J'ai fait de la course toute ma vie. Puis là, j'arrive à mon triathlon, puis je suis pas capable de faire le temps que je veux. Fait que tu sais, c'est un gros combat, mais à la fin, quand sûrement toi aussi, mais quand t'arrives à la ligne d'arrivée, là, t'es tellement fier de toi. C'est... Puis honnêtement, tu sais, là, je viens d'en parler d'une façon négative de mon expérience de mon premier Ironman. Ça a été quand même la plus belle journée de ma vie. C'est ça! Tu sais, je veux dire, le feeling de traverser la ligne d'arrivée, c'est ce qui m'a poussé à partir de la compagnie de... Puis je l'avais déjà parti avant, mais j'avais déjà vécu le feeling de franchir des lignes d'arrivée. Puis... une des grosses raisons pourquoi j'ai parti à Iron Training, c'est justement si je suis capable de faire vivre ce sentiment-là à d'autres gens, ma mission sur Terre va être accomplie. Là, j'ai tellement eu de plaisir à franchir cette ligne-là, puis c'est comme l'émotion que, oui, la journée s'est pas passée comme prévu, mais si je regarde en arrière, est-ce que j'étais fier de cette journée-là? Non. Est-ce que j'étais fier de toute ma préparation? Oui. Pendant 1 an de temps, je me suis levé à 5h le matin pour aller nager. J'ai fait des rides de vélo. J'étais allé courir. Ça, j'étais fier de ça. Puis, puis à un moment donné, c'est comme... pas juste, mettons, mon cheminement à moi, mais l'impact que j'ai pu avoir sur d'autres personnes aussi. Je sais que... Puis, moi, je poste tous mes entraînements Strava sur Instagram. Mais je sais que, le fait qu'il y a des gens qui ont commencé à s'entraîner en voyant ça. Puis, il y a du monde qui me l'ont dit. Ouais, non, vraiment. Fait que d'avoir cet impact positif-là sur la vie d'autres gens, c'était quelque chose qu'au départ, j'avais jamais pensé que ça aurait pu arriver. Parce que j'étais comme, moi, je fais ça pour moi, je fais ça pour performer. Fait que je faisais pas ça pour les autres. Mais de savoir qu'il y a d'autres gens qui ont commencé à être plus actifs à force de me voir faire du sport, tabarouette, c'est encore plus hot, là. Tu sais, même moi, là, j'ai pas ma compagnie d'entraînement ou whatever, mais ce qui m'a motivé à faire le podcast, c'est que des gens autour de moi me disaient genre, mon Dieu, que je suis fière de toi, Maud. Genre, je suis tellement fière de toi que comme tu fais autant de sport, puis tu m'impressionnes, j'étais comme, ben, je t'impressionne. C'est un gros mot, impressionner. Tu penses pas que t'impressionnes les gens quand tu fais ça, tu penses pas que t'es acteur de changement, mais au final, le fait que toi, tu te lèves à 6h du matin puis t'es capable de le faire, les autres personnes dans leur tête, tu te dis, crime, moi aussi. Moi aussi, je serais capable de le faire. Puis on pense pas que c'est impressionnant quand on le fait parce que pour nous, c'est un plaisir, là, c'est le fun. Mais les gens autour de nous, c'est pas commun là, ce qu'on fait. C'est un plaisir, mais c'est aussi qu'à un moment donné, on est juste embarqué dans la routine. Puis c'est comme pour nous, c'est rendu naturel de se lever à telle heure puis d'aller s'entraîner tant d'heures par semaine. Tandis que c'est pas normal. Là. Tantôt, tu l'as dit, c'est pas normal de s'entraîner 20 heures par semaine. Vraiment pas. Non. Là. Ah non, c'est pas normal. Puis justement, genre ça l'impressionne les gens, mais pour nous, c'est juste... Si je fais pas ça dans ma journée, je m'emmerde. Genre, tu sais, essaye de combler 20 heures dans ta semaine si tu t'entraînes pas. Ouais, non, c'est ça. Tu vas perdre du temps quelque part. Là. Tu vas scroll down sur TikTok pendant une bonne partie de ta journée sinon. Là. Non, c'est ça. Crime, faut avoir d'autres passions. Là, mais c'est... Quand tu rentres dans le monde du sport, c'est difficile d'en avoir d'autres. Ouais. Parce que c'est tellement prenant en temps et en énergie. Là. Ouais. Mais on a parlé tantôt, en fait, ça va être le dernier sujet qu'on va aborder probablement parce qu'il nous reste juste 10 minutes au podcast. Ça a tellement passé vite. Alright. Je comprends pas, mais en tout cas, bref. Tu sais, on a parlé tantôt de, justement, discipline, résilience, force mentale. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'on tisse un lien entre les trois.
Tu sais, est-ce que tu vois une différence, toi, entre la discipline ou la force mentale? Je pense que ça prend une bonne force mentale pour être discipliné. 100%. Mais je pense que quelqu'un de discipliné aura pas nécessairement une bonne force mentale. Dans le Je viens de dire la définition que je voulais dire. Ouais. Continue dans ta lancée. Ok, c'est bon. Mais, tu sais, dans le fond, quelqu'un qui a une bonne force mentale, ça va être quelqu'un, pour moi, que, tu sais, exemple, on a parlé tantôt d'imprévu. Quelqu'un qui va arriver la journée de la compétition, il mouille à Sio pour son triathlon. Fait que, tu sais, cette personne-là, mettons, qui aura une bonne force mentale, va être capable de faire comme, hey, c'est pas grave. Même si elle l'a pas entraîné, tu sais, tantôt je parlais de Camille qui, elle, aurait pu faire exprès de s'entraîner une journée qui mouille à Sio pour justement le vivre, ce sentiment-là, de s'entraîner dans des conditions qui sont pas favorables. Fait qu'une personne qui aura une bonne force mentale, pour moi, c'est quelqu'un, justement, il va arriver une journée de triathlon, il mouille à Sio, il va faire comme, hey, c'est pas grave. Même si elle l'a pas pratiqué, elle va faire comme, moi, j'ai fait le travail que j'avais à faire avant, puis aujourd'hui, peu importe la météo, tu sais, je vais donner ce que je suis capable de faire. Tandis que pour moi, quelqu'un discipliné, ça va être quelqu'un qui, oui, va avoir fait les entraînements qu'il avait à faire durant l'année, mais pourrait arriver la journée de l'événement, puis se rendre compte qu'il mouille, puis, tu sais, soit pas capable de gérer la situation en soi. Fait que, de là, la petite nuance que je pense qu'il y a entre la force mentale puis la discipline. Ouais, 100%, mais tu sais, comme tu l'as dit tantôt, il n'y a pas de discipline sans force mentale. Exact. Ta discipline, t'as bien beau te lever à 6 h du matin, mais le jour de ta race, il arrive de quoi, puis tu te mets en petite boule à terre. C'est ça, exact. Comme t'as pas de force mentale partout, là. Non. Fait que, tu sais, tu l'as vraiment bien exprimé. Puis, mettons, tantôt, tu parlais de justement le décès de ton ami et tout, puis tu as quand même été capable de faire le meilleur de cette situation-là. Est-ce que tu penses que pour toi, ce serait comme ta manière de dire que tu es une personne résiliente? Ouais, je pense que pour vrai, cet événement-là, c'est l'événement que j'ai vécu qui m'a mis le plus à l'épreuve. Avant ça, je te dirais, j'étais quelqu'un qui avait bien de la misère à gérer les ruptures amoureuses. Puis après ça, j'ai vécu cet événement-là, j'ai fait comme, hey, finalement, c'est pas si pire que ça. Pas le même deuil, hein? Non, c'est ça. Puis, tu sais, sans rien enlever à des gens qui vivent des ruptures amoureuses, je sais que ça peut être vraiment horrible, mais cet événement-là, qui était quand même assez traumatisant, a fait en sorte que, justement, je pense que j'ai vraiment développé une résilience. J'ai été capable d'essayer de sortir du positif d'un événement qui était tragique, dans le sens où je me suis dit, OK, comment que maintenant je peux faire ma vie pour, justement, tu sais, que ça n'allait pas servir à rien, cet événement-là. Fait que tu sais, je me suis mis pas à vivre comme si chaque jour était le dernier, parce que sinon je dépenserais tout mon argent puis j'aurais de la misère à vivre, mais je suis quand même quelqu'un, tu sais, que justement cette personne-là essayait beaucoup d'accumuler de l'argent pour le futur, puis je pense que c'est ça qu'on nous enseigne depuis qu'on est vraiment jeune, de comme, hey, faut économiser, faut économiser, puis au final, là, on arrive dans notre vingtaine, trentaine, on a économisé de l'argent, mais on se rend compte finalement, acheter une maison, c'est toujours pas achetable. Ouais, non, vraiment pas. Puis pendant ce temps-là, tu sais, toute notre vingtaine, on n'a pas tant profité de ce qu'on aurait pu profiter, puis là, après ça, rendu à 30, 40 ans, là, bon, on a de l'argent de côté, mais tu sais, on a raté peut-être une partie de notre vie. Mais cette personne-là, elle avait 20 ans quand l'accident est arrivé. Fait que tu sais, le fait de s'être fait dire comme, hey, tu dois accumuler de l'argent, la façon qu'elle travaillait pour accumuler son argent, c'était pas une façon qu'elle aimait. Tu sais, il travaillait dans l'armée. Puis, ben, tu sais, moi, il m'en parlait souvent, qu'il trouvait ça des fois pénible. Tu sais, oui, il y avait du fun par moment, mais des fois, il trouvait ça vraiment long. Puis après ça, je me suis dit, hey, moi, plus jamais je vais faire quelque chose que j'aime pas. Mais dans le but de penser accumuler de l'argent pour plus tard, faut que je fasse quelque chose que j'aime. Tu sais, faut qu'à chaque matin que je me réveille, je fasse comme, hey, genre, j'ai hâte que la journée se déroule parce que j'aime ce que je fais. Et non, genre, j'aime pas ce que je fais, mais ça me rapporte de l'argent que je vais pouvoir utiliser plus tard. Parce que la réalité, un peu comme j'ai mentionné tantôt, c'est, je sais pas s'il va en avoir un plus tard, là, tu sais. Ah non, mais c'est vraiment beau ce que tu dis, puis je pense que c'est important de se dire que malgré qu'on vit dans un monde qui est très rapide dans le capitalisme et tout, c'est important de se dire qu'il faut quand même profiter des moments, puis que, oui, en ce moment, si t'as pas d'argent, c'est difficile de faire des choses, mais c'est pas ça qui va faire ton bonheur. C'est comment tu vas utiliser ton argent qui va te permettre d'avoir du bonheur. Exact. C'est important de se le dire. Là. Ouais, c'est de trouver, en fait, c'est quoi, qu'est-ce que tu achètes dans la vie qui te rend heureux. Il y en a que ça va être de partir en voyage, il y en a que ça va être un beau char, il y en a comme moi que ça va être de s'acheter un gros vélo de triathlon. Same. Mais, c'est juste de trouver, en fait, quelle dépense qui fait en sorte qu'il nous rend heureux. Puis après ça, ben, on a trouvé comment qu'on fait, quelle source qui va nous rendre heureux, dans quoi qu'on va placer notre argent plus tard. Il y en a pour qui d'avoir une maison, c'est vraiment pas ça une source de bonheur, puis c'est bien correct. Ben oui.
Fait que ouais, pour en revenir un peu à la résilience, je pense que quand ça c'est arrivé, c'est sûr qu'au début ça a été vraiment rough. Mais à un moment donné, je me suis dit, hey, il faut que je réussisse à trouver du positif de cet événement-là, sinon ça va rester négatif. Ouais. Puis c'est justement une autre raison pourquoi j'ai parti la compagnie Iron Training, parce qu'avant je travaillais dans des gyms, puis je travaillais pour une personne en particulier. OK. Puis cette personne-là, elle m'appelait souvent, puis elle me disait « Hey man, on se lance en business ensemble, moi je vais gérer la business, toi tu vas être le coach, puis on construit un gym, puis il y avait tout le temps plein d'idées, on se part une marque de vêtements, des pump covers, puis à un moment donné, j'étais comme « Hey man, je suis tellement pas entrepreneur dans la vie, moi j'ai fait mes études en kinésiologie, j'étais un coach, là, moi ce que je sais faire, c'est de coacher. » Puis il y avait lui qui me poussait, puis il était comme « Non, mais tout ça, je vais m'en occuper, puis... » J'étais tout le temps réticent, puis quand que c'est arrivé, finalement, j'ai fait comme, hey, tu sais quoi, je l'essaye. Puis en même temps, je veux dire, la situation financière que j'avais quand que je travaillais dans des gyms, c'était vraiment pas fameux. Fait que ça me permettait pas de m'acheter des beaux vélos de triathlon. Fait que je me suis dit, hey, tu sais quoi, honnêtement, en ce moment, ma situation financière veut pas être pire, je l'essaye. Ouais, ben oui. Puis finalement, j'en suis venu à bâtir une compagnie qui va quand même assez bien en ce moment. Tu veux-tu en parler d'ailleurs de c'est quoi ta compagnie pour closer la boucle? Ouais, ben en fait, c'est ça. Le nom, c'est Iron Training. Ouais. J'aide des athlètes. Le nom dit Iron Training pour prendre un peu le terme Ironman. Mais tu sais, je coach vraiment pas juste du monde qui font des triathlons. Je coach vraiment pas juste des athlètes pro. Vraiment pas, en fait. Je coach pas encore d'athlètes pro. J'ai hâte au jour que ça va arriver. Mais c'est on l'envoie dans l'univers, ça va arriver. Exact. J'ai coaché une fille qui est allée au championnat du monde. Hey, wow! Mais elle a pas le titre pro, mais déjà là, c'était la première que je coachais. Puis tu sais, je trouvais ça le fun là, de l'avoir comme... ça te rend tellement fier. Ouais, de l'avoir comme cliente, vraiment. Ouais. Puis, ben c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, ça va être des athlètes vraiment de tous les niveaux, de tous les âges. Tu sais, j'ai des mamans, j'ai des jeunes de 18 ans qui veulent commencer à faire du triathlon. Puis ça va vraiment être le service de coaching en personne au niveau de la natation. Fait que tu sais, ça va être des séances en privé d'environ 1 heure où durant cette séance-là, je vais vraiment miser sur corriger la technique de la personne pour que quand elle arrive à son premier triathlon ou bien son 1e triathlon, elle se sente confiante de nager parce que on le sait tous, la natation, au départ, pour quelqu'un qui ne sait pas nager, parmi les 3 épreuves, c'est celle qui fait le plus peur au début. Là, c'est celle aussi qui est la plus pénible. Ben, ça va dépendre pour qui, mais je te dirais que quelqu'un qui a jamais nagé de sa vie, tu vas lui dire, hey, faut que tu nages 3,8 km pour faire ton Ironman, va faire comme, hey, j'ai la misère de faire une longueur de piscine. Là. Ben, c'est parce que je me suis rendu compte en m'entraînant pour ça que chaque discipline, c'est une respiration différente. Puis la natation, c'est tellement une respiration spécifique. Là. Puis dans les open water swim, c'est dangereux. Là. Si tu sais pas bien respirer, là, tu vas mourir. Là. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait des séances de natation avec les gens pour leur permettre d'apprendre à nager. Tu sais, il y a des gens qui me contactent juste parce qu'ils veulent apprendre à nager, qui ont même pas l'intention de faire de triathlon aussi. Parce que, ben, tu sais, il y en a pour qui c'est important. Tu sais, il y a des adultes qui veulent justement apprendre à nager à leurs enfants plus tard. Fait que, tu sais, si eux-mêmes savent pas nager, c'est sûr que c'est plus difficile. Sinon, ben, tu sais, il y a l'aspect de préparation physique. Fait que je vais faire les plans d'entraînement pour ces personnes-là qui veulent se Avec préparer. ton background de kin, c'est parfait, là. Ouais. C'est sûr que ça m'a permis beaucoup de justement en apprendre beaucoup sur la préparation physique d'athlète, sur justement un peu, tu sais, comment préparer aussi mentalement un athlète à son premier événement, parce que oui, tu veux le préparer physiquement, mais mentalement fait que tu travailles la force mentale avec tes athlètes. Exact. Ouais, le cours que j'ai préféré à l'université, c'est le cours de psychologie du sport. Ah, mais c'est fascinant, la psychologie du sport. J'ai eu un cours au cégep de ça aussi, là, puis on avait... ben moi, c'est en anglais, là, fait qu'on avait une sport psychologist, une psychologue de sport, je pense, c'est comme ça que ça se dit en français. Ouais. Puis elle nous expliquait comment, comme elle allait dans les équipes sportives, puis qu'elle regardait comme la santé mentale des athlètes, puis que justement, c'est tellement tabou que les gens se rendent pas compte, là, que leur sport affecte leur santé mentale. Là. Ben oui, c'est ça. C'est pas tout le monde qui vivent pas de stress comme moi. C'est ça, je suis bien au courant. Pour vrai, là, t'as pas rapport. Non, je le sais. Je suis au courant. Là. Fait que c'est ça. Puis la mission, dans le fond, de Iron Training, c'est vraiment d'aider le plus de gens à réaliser soit leur premier triathlon, qui peut sembler être un gros défi pour quelqu'un qui a jamais fait de sport d'endurance, ou bien justement d'aider quelqu'un qui en a déjà fait un à optimiser ses performances puis d'aider à atteindre les objectifs de cette personne-là. Ben parfait, on retient ça.
c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode de l'Énergivore en direct sur la force mentale derrière le sport d'endurance. On se revoit le 8 mars avec Coach Vince pour le deuxième épisode du podcast sur la discipline derrière le bodybuilding. C'était l'Énergivore en direct.